women are very unique people. Yeah, it is true we are that unique, but we don't come without our own baggage. That is because as women, we have things that is troubling us. It's not just emotionally, mentally, like we always get to talk about most of the time, but as well physically, that's talking about our health. It is for that reason that from time to time, we get to hear of those women suffering from this, and then at the end of the day, it may end in a devastating way. This time around, we're looking to see that however possible, we're going to face all the challenges women are facing health-wise. Now, we're going to be particular about one thing, cancer. You know, back in the days, you didn't used to hear about cancer as much as you do today, yeah? Yes, I have been hearing more of it by the day, and most unfortunate is the fact that women tend to be more exposed as compared to men with regards to our society and the numbers we'll be recording. So for that reason, we decided to talk about women today, especially about women. So we're talking about breast cancer, but I am not going to give you the heads up on that because in a moment you get the details. Hello, ladies and gentlemen. You're welcome to MoaFam. I am woman, and I know that even if you're not a woman, you love women, don't you? That is why you're looking after us as much as you do. Yes, it is MoaFam again today, and this time around, we're looking to see that women stay in good health. And it's for that reason, of course, like I told you, we'll be talking about cancer. It is true that it's October, and we're talking more about breast cancer, but of course, we know that it's not only cancer that exists. There are several others, and it is not just women who suffer from it, but we're going to be a little selfish today and talk more about women because you told us we're special. That's why we're doing this. So of course I am not going to be doing this alone because I can't do it without sunshine in the studio. And who brings the sunshine? Linda Obumneke. You're welcome. Hello. Thank you, Viviana, of course. And today I'm not the only sunshine here. Oh yes. I feel so good right now. So today we are talking about surmounting health challenges in women. So you will learn so much about health, especially when it comes to women, the preventive measures and what women has to do in order to maintain good health. Of course, we are not alone today. We are, in fact, we are filled. Oh, yes. You have women all over the place. We have women all over the place, and sometimes some guys will feel like they are not safe. Well, that's our director. So with us today, we have Olivia Menana, and she is the president of Bablos Cameroon. Hello, Olivia. Hello. Another sunshine. Yeah. Thank you, Like, we are twinning. Yes. You're welcome on the program. Thank you so much, and with me. So, you're the president of Bablos Cameroon. What is that? L'association Bablos Cameroun est une association qui a été créée en 2018. Et c'est une association qui aide à promouvoir l'accès à la culture pour tous, et notamment pour les enfants et les adolescents. Et je suis également la directrice de l'entreprise Livy Group qui organise un événement qui s'appelle Pink Together, qui est pour le cancer du sein. Okay, that's good. Well, ladies and gentlemen, today is going to be a bilingual program, right? Bilingual program. And I love it when it's always a bilingual program because it shows the Cameroonianism in us. Do they say that? We're going to say. Well, I'm going to prove that I'm more Cameroonian than you all think. Yeah. Well, she's saying that because she's Nigerian by birth, but now we've made her Cameroonian and she doesn't have a choice. So beside Olivia, we have Dr. Wanje Carol. She's a gynecologist, and she is going to tell us more about the technical aspects of health challenges, of cancer, of every other thing. Hello, Dr. Darrell. Yes. She got the name. I have been struggling on that name. Yes. I owe you one. Oh, you all are witness. I didn't say that. She did, and it's on air. In fact, it's on air. Okay. Yes. I take it back. No way, you can't. You can't. You're welcome, doctor. Thank you very much. Thank you for receiving me here today. It's a very pleasure for me to discuss in between women about women's health. That is very challenging nowadays, but thank God there are many solutions. I think that we have the good floor to discuss about it. So thanks once more for receiving me today. Oh, see how I'm smiling. Oh, yes.
It's going to be interesting, you guys. Yes, It's going to be interesting. And we have a cancer survivor here with us. She is Wetty Jolie Babette. Jolie Babette. And the Jolie part of it is it's not just a joke. She is a Jolie. She's Jolie. Naturally Jolie. Yes. Just that we decided to say, no, you must do makeup. So, you're welcome, Jolie. Merci, merci, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être là, de partager mon combat, de partager ce que j'ai traversé avec vos téléspectateurs. Et j'espère pouvoir apporter un peu de réconfort au thème de ce programme, parce que c'est pour ça que je suis là. Donc, passons un excellent moment et à tout de suite. Oh, It is just sweet to me. like I love the mixture of the French, the English, everything. It gives some leads to the program. I don't know. I hope we're going to rebroadcast this one 3 times. Maybe 4. Okay. In fact, till the end of the month. No. Since So we're going to start with doctor, because we want to start talking about cancer. Tell us, what are the different types of cancer and which one is particularly affects women? Okay. Thank you for the question. Cancer is a disease. Let us first of all, let's say that, because we made some studies in the population, and sometimes they think that is a kind of punishment given by God, or a kind of malediction, I don't know how to say it. A curse, something that has been given in the village. But let us be clear, cancer is a disease, okay? And it's a disease that can interest any part of the body. I mean, there are cancer of the ears, there are cancer of the foot, but particularly in women, we have specific cancer, not that we don't have them in men, but they are more specific to women. Like we're talking about October, Pink October, breast cancer, which is the first cancer of the women. 0.1% of male, we have breast cancer. Male? Of male, but 0.1%. So it is possible for men. That's the first time I'm hearing that. Yes, it's rare, but it exists. Okay. To have breast cancer in male, but it is particularly a cancer of the women. Apart of the breast cancer, we have other specific cancer to the women due to the anatomic of the women. That's the cancer of the cervix. Okay. After the breast cancer, in terms of numbers, we have the cancer of the cervix. Then we have the cancer of the uterus, the cancer of the ovaries, which are very particular to women and will lead to a difficult situation. But the first cancer for women is the breast cancer, and we should know that 1 woman on 8 will be affected by a breast cancer. 1 on 8. That's a scary fact. Why are women more prone to breast cancer? Why are women prone to breast cancer? It is due to anatomical and physiological particularities. I mean, when you see the breast of a woman and the breast of a man, it's not the same size, first of all. So that means the amount of the cells that we have on the breast are more important in women than in men. And after that, we have a particularity with women is the menstrual cycle. Okay. With the menstrual cycle, we have particularities that occurs in the breast tissue. I will not go to technical terms, but just make that observation that women, when we will have our menses, we have an engorgement of the breast. We have the volume of the breast that will increase, and after it would reduce again. So all those hormonal effects on the breast may lead to some disorders, and breast cancer will occur. And males don't have menstrual cycle, so they don't have that impact of the hormones on their breast tissue. That's why it's very rare for a man to have a breast cancer, and it's often more occurrent to women to have breast cancer. Which is why I was a little shocked when you talked about 0.1% on. I was like, a man with breast cancer. It sounds a little strange, you know. I feel like there's almost no cell there that is big enough. They also have breast cells, but they are very minute compared to women. And we must know that when we talk about breast cancer, you know, the breast is different tissue. First of all, you have the skin.
And that skin, men have those skins, women have those skins. And then down we go to the breast tissue that can also be involved by breast cancer. And that's why it is less often seen in men, because that breast tissue is very minor in men comparing to women. And like I said, the hormonal effect is not seen with the men comparing to the women. I get it. Is there a chance that you could have a cancer which is more susceptible to children? Breast cancer, we are talking about breast cancer or cancer. Yes, of course. You have particular cancer that you see in children. That's why we have what we call oncology pediatric. That is a particular specialization in pediatrics. It's not all the pediatricians that deals with cancer of the child, but there are specific cancer due to the childhood that you will not see in an adult person. What kind of cancer is that? Particularly, what you have the most in children are the blood cancer. Like I said, let's say... Is that what they call leukemia? Yes, you have leukemia, you have lymphomas, you have things like that you see most often in children than in adults, in adulthood. Now, I'm particularly concerned with what you talked about, the hormones having an effect on the breast. Does it mean that when a woman is in her menses or in her period, and then she starts feeling some pain on the breast, or maybe the breast is getting large or increasing, she should, is she supposed to be concerned about it or pay particular attention about it? No, that's not what I'm saying. Okay. First of all, like when we are talking about alert sign of breast cancer, the first thing that I want women to think about is that we should know our body, because our body speaks to us. We should know how our breast is. I mean, I used to say to my patients, first of all, you should be naked in front of the mirror and observe your body. Because if you don't know your body, when there will be a change, it will take a lot of time before noticing that something has changed. And you know, when we are talking about cancer, the time is a very big factor in terms of guérison en anglais, of healing. Yeah. The time is very important. So first of all, what I said is we should know how our body is. We should know how our breast is. My breast will not be the same of your breast. It will not be the same as yours. So we are all particular, but we should know our particularities. And then we should notice whenever there is something that has changed about the normal. Now, going back to the question of the hormonal issues, like I said, before your menses, your breasts are swallowed. That means that you may not see something because they are enlarged due to the hormonal effects. So if there is a moment for you to look at your breasts, it will be after the menses, because everything has decreased, everything is more visible, and nothing will be due to the hormonal effects. You've come back to the natural. You've come back to your natural. So after your menses, once that your menses have gone, maybe 2 or 3 days after, that's the best moment for you to notice if something has changed or not on your breast. That's why we call, en français on dit auto-examen. You said that we'll be bilingual today. Oh yes, of course. So sometimes I will mix French and English. Yes. So self-exam of the breast, which is a very important thing to do in terms of detecting any abnormality, should be done each month, but after the menses. Okay, I think we're going to do a practical self-examination at the end of before the end of the program. On you as case study, yeah? Well, I don't mind, but I think if all of us we do it together, then it's going to be good. Now, let me get to Olivia. Olivia, you are waging war against breast cancer. Why? Combat. Moi, je suis arrivée au Cameroun il y a 3 ans. Et pendant 2 ans, j'ai regardé comment s'organisaient les campagnes de prévention pour le cancer du sein. Et j'ai été un peu surprise et choquée de me rendre compte qu'il y avait 2 types d'événements. Des événements sportifs et des dépistages. Mais il n'y avait pas de liaison entre les 2 choses. Et comme ma chère amie et médecin vient de le dire, il est important de connaître son corps. Et pour ça, il fallait un événement qui permette aux femmes de comprendre leur corps. Au Cameroun, j'ai discuté avec différentes amies, différentes personnes, et j'aime bien leur poser la question, quelle est la dernière date où vous avez été chez la gynécologue? Et pour beaucoup, ça date de leur dernier accouchement. Et ça prend tout son sens
du point d'intérêt que les femmes ont sur leur corps. C'est qu'elles ne connaissent pas leur corps, elles ne savent pas prendre soin de leur corps. Et le cancer du sein, c'est une maladie qu'il faut expliquer. Et parce qu'on va expliquer le cancer du sein, ça va permettre d'ouvrir les portes de la compréhension du corps humain et des autres pathologies qui sont liées à la femme. Et c'est dans cet intérêt-là que moi, je me suis dit, ben, j'ai la chance d'avoir vu ailleurs comment s'organiser des campagnes de dépistage du sein. J'ai travaillé dans l'événementiel avant. Pourquoi ne pas faire un événement qui porte sur la santé et qui va pouvoir regrouper des femmes avec des professionnels, des personnes qui l'ont vécu, des femmes qui vont peut-être le vivre personnellement ou à travers leur famille, et qu'on puisse discuter ensemble d'un problème qui nous concerne. Voilà. Okay, so how long have you been doing that? Alors, c'est la 2e édition cette année. La première édition a eu lieu l'année dernière. C'est que cette année, on est sur la 2e. Et au fur et à mesure, ça commence à prendre un peu plus d'ampleur. Et j'espère mobiliser encore beaucoup plus de gens cette année et les années prochaines pour que vraiment ce soit un mois où tout le monde, les hommes et les femmes, et les femmes. You're not biased, Oui. men and women. C'est vraiment ça, c'est que moi sur cet événement, j'attends les hommes et les femmes. Les hommes, pas uniquement pour les raisons que le médecin a citées, c'est parce qu'au Cameroun, on est dans une société dite matriarcale. Mais non, on est dans une société dite patriarcale, mais on est dans une société matriarcale. Quand maman est malade, c'est toute la famille qui est malade. Et du coup, c'est à papa de venir prendre le rôle. Sauf que quand il s'agit de la maladie, l'homme est l'allié de la femme au quotidien. Ce sont nos époux, ce sont nos frères, ce sont nos pères. Ils doivent aussi pouvoir intervenir et nous soutenir. Et pour ça, ils ont besoin de comprendre ce qui se passe. Et la maladie, on la vit, il ne faut pas la vivre tout seul. Il faut la vivre entourée de professionnels, de personnes qui l'ont vécu et des personnes qui nous aiment et qui comprennent les changements qui sont liés au traitement et à l'état de fatigue. Okay. I think it's important also that we get testimonies. Yeah, of course. Persons who have gone through that part and they were able to overcome it. And that's why it's important, because you can't go through it alone, especially when it comes to sickness. You can't go through it alone because you need guidance. You need somebody to guide you, to assist you above the what the doctor is telling you, because you know, with us in Africa, even though the doctor says take 2 in the morning, take 2 in the afternoon, take 2 in the evening, you feel like you want to put your own experience into it and be like, okay, somebody will tell you that take traditional medicine will work better. So, but if you meet someone who has gone through that part, it's true that our bodies are not the same, but maybe the person can guide you and even direct you to the right person where you can go. And that's why we have Weti Jolie with us. Yes. Like, you like the name Jolie. Yes, it's so beautiful. That's why we have her with us. She is a cancer survivor. Tell us, how was it? How did it start? Tell us your story. Ok. Alors, je vais commencer par... Avant, j'aimerais revenir sur ce que le docteur et sur ce que Olivier a dit tout à l'heure. Okay. Le docteur a fait mention d'apprendre à connaître son corps. C'est très important, c'est même très capital. Okay. Et tout à l'heure, Olivier a parlé de l'entourage, enfin, d'une manière indirecte. Quand elle dit faire intervenir les hommes et tout, c'est l'entourage. Pourquoi? Parce que dans le processus de traitement et tout, l'entourage fait partie du... L'entourage compte énormément dans le processus de guérison. Donc, c'est tout un ensemble. On va revenir dessus, enfin j'espère qu'on va revenir dessus tout à l'heure. Donc moi, si on m'avait dit que j'aurais eu un cancer dans la trentaine et que je serais là aujourd'hui pour parler de mon expérience, j'aurais dit non. Non, pourquoi? Parce que scientifiquement, je n'étais pas un sujet, comment je dirais ça, à risque, voilà. Okay. Je n'étais pas un sujet à risque, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, j'ai une hygiène de vie assez raisonnable. Je n'ai pas d'antécédents de cancer dans ma famille. Donc, en fait, j'étais vraiment... Je fais partie... Vous avez parlé tout à l'heure de... Je crois que c'est une personne sur... une femme sur... Voilà, sur 8. Donc, je fais partie d'une femme sur 8. Voilà. Alors, comment tout ceci a commencé? Tout à l'heure, on parlait du cycle hormonal et tout. Moi, j'ai découvert qu'il y avait une masse dans mon sein gauche quand j'allaitais mon fils. Mon fils, aujourd'hui, il a 7 ans
Et justement, c'est le jour de son anniversaire que mon diagnostic tombe. Oh. Oui, c'est ce jour-là. Oh. Donc, notamment le 10 dans les prochains jours. Alors, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau du sein. Et j'étais persuadée que ce n'était pas l'allaitement. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un d'assez méticuleuse. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je le sens tout de suite. Alors, je vais voir mon Gigi à l'époque. Je lui dis, docteur, je ressens une masse au niveau de mon sein. Il me dit, c'est probablement dû à l'allaitement. Donc, on verra après l'allaitement. Je continue d'allaiter mon fils. Je sers mon fils dans les 9 mois plus tard. Et chaque fois, j'avais des pics de douleur. Donc, ça peut venir, après ça disparaît 3 semaines après. Après, je ressens une petite douleur là. Après, je ne ressens plus rien. Et c'était comme ça que j'ai vécu ça pendant, je dirais, dans les 9 à 10 mois par là. Okay. Et un jour, je commence à avoir des éruptions d'abcès. Oui, je commence à avoir des abcès, je vais consulter et effectivement, j'avais des abcès. Mais sauf que on ne pouvait pas faire d'incision parce que le pus n'était pas encore collecté. Donc, on me met sur antibiotiques 1 semaine, 2 semaines. Après, j'ai dit non, il y a quelque chose qui ne marche pas. On ne peut pas être sur antibiotiques pendant près d'1 semaine et il n'y a pas de changement, c'est pas normal. Donc, je rentre, j'explique au médecin et il m'envoie en petite chirurgie pour voir s'il y a possibilité de faire une incision et tout. Et j'arrive là-bas, toujours pas. Et pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de manipulations sur mon sein. Je ne sais pas si ça a eu un impact ou pas. Le médecin pourra nous éclaircir dessus. Donc, il y a beaucoup eu de manifestations. Et finalement, on me fait une petite incision. On me fait des pansements et tout. Je repars, je continue le traitement d'antibiotiques et tout. Mais après, encore 1 mois, 2 mois après, je sens toujours qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais rencontrer un ami qui est cardiologue. Je lui dis, écoute, voilà le problème que j'ai, j'explique et tout. Il me dit, est-ce que tu as pensé à... C'est la première personne, en fait, qui me parle de cancer. Moi, j'avais pas ça dans ma tête, mais je savais que c'était quelque chose d'assez grave. En profond de moi, je me disais que c'était quelque chose d'assez grave et il fallait absolument que je sache ce qui ne marche pas. Donc, c'est la première personne à me parler de cancer. Et il me dit, OK, je te fais une ordonnance, tu vas faire une cytoponction et une mammographie et tu reviens me voir après. Il a même payé, c'était un ami, il a payé. Il me dit, vas-y, va dans tel laboratoire, je vais faire. Et avant ça, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que mon Gigi, à l'époque, m'avait prescrit déjà ces examens-là. Et quand j'étais revenue, il y avait une tumeur. Excusez un peu là. Gigi, vous dites quoi? Gynécologue. D'accord. Oui, tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner que le médecin qui me suivait, le gynécologue qui me suivait à l'époque, avait déjà prescrit ces examens-là. Et quand j'étais revenue, il y avait une tumeur bénigne, donc rien de bien grave. Il fallait que je poursuive le traitement. Donc c'est parce que j'écoute mon corps, c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que je vais vers mon ami dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il me demande de refaire les examens. Et là, quand je vais refaire... Voilà, quand je vais refaire les examens et tout, je reviens et dis non, la tumeur, elle est maligne. C'était à l'espace de 1 mois. J'ai dit, mais comment une tumeur qui est bénigne devient maligne? Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Il me dit, OK, va voir tel oncologue qui est un ami à moi, va, tu lui dis que tu viens de ma part et il te dira quoi faire. Donc, je vais voir l'oncologue, il me dit, il faut faire le seul examen. Il me dit, le seul examen, c'est un autre. Donc, j'avais le premier qui me suivait, qui m'avait mis sur antibiotiques. Comme ça ne marchait pas, je suis repartie me confier à un ami qui est cardiologue. Donc, il me demande de refaire et il m'oriente vers un collègue qui est oncologue. Donc, c'est le premier oncologue que je rencontre. Je vais le voir et il me fait la consultation et tout. Il me dit, il doute que ce soit un cancer, mais il faut faire une biopsie parce que c'est le seul examen qui est capable de définir si c'est un cancer ou pas. Et voilà. Donc, je vais faire la biopsie et ça devait sortir dans les 3 à 4 semaines plus tard. Et c'était justement le jour de l'anniversaire de mon fils, le 10 octobre. Donc, je vais voir. Et ce jour-là, j'étais avec lui parce que je voulais... Enfin, bref, j'étais avec lui ce jour-là. Et quand je récupère les examens, l'enveloppe était scellée. J'ai quand même ouvert l'enveloppe. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je l'ai fait. Dans le taxi, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai vu les résultats. J'ai refermé. Je suis restée quelques minutes là à réfléchir, à voir ma vie qui défilait, mon petit garçon. Je me posais des questions, mais comment c'est possible? Après, je me dis, c'est vrai que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Comment? Il y a tellement
c'est toute votre vie pardon, qui défile là. Et devant, exactement. Devant toi, vraiment. Exactement. Et puis je vais le voir, il ouvre l'enveloppe, il me dit là, finalement c'est ça, vous avez effectivement un cancer, nanana, blablabla, parce que je comprenais plus la suite. Donc l'oncologue t'a pas dit quelque chose, il t'a seulement remis. Non, l'examen on me remet, va voir ton médecin et c'est lui qui t'explique en fait comment ça se passe. Et là il m'a expliqué terre à terre, voilà comment ça se passe, le protocole. Il m'a parlé de la chimiothérapie, il m'a parlé de la radiothérapie. C'est vrai qu'à l'époque, c'était pas encore. À l'époque, il n'y avait qu'un seul centre, je crois, avec Bojongo qui le faisait. C'était en 2019, j'ai oublié de préciser, c'était en 2019. Et il m'a parlé de tout. Et moi aussi, je me documentais, j'allais sur YouTube, j'allais sur Google, je regardais et tout. Et puis j'avais eu à voir des films où des personnes étaient atteintes du cancer et tout. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que 2 ans avant, j'ai participé à des campagnes. Donc, je me dis, avec du recul, je me dis c'était une préparation. Le Seigneur me préparait à tout ceci. Parce que j'avais participé à des campagnes de dépistage et tout. J'étais très active parce qu'à l'époque, j'avais une association. Enfin. Donc, j'avais participé à beaucoup de campagnes. Je comprenais un peu. Je comprenais vraiment ce qui était en train de m'arriver. Et puis, j'ai pris une décision là. J'ai dit, OK, je vais me battre. Ça n'arrive pas pour rien. Peut-être c'est pour... C'est vrai, c'est fou de le dire comme ça, mais c'est comme ça que j'ai pris la chose dès le départ. Peut-être c'est pour ça que je suis aussi forte, mais dès le départ, j'ai dit, OK, c'est un autre challenge. Bon, on va se battre, on va se battre. Et là, il m'a dit qu'il souhaiterait commencer par la chimiothérapie, une chimiothérapie néo-adjuvante. Et voilà, il fallait qu'on soit prêt. Il m'a dit, il faut parler à la famille, il faut vous préparer, il faut aller rapidement. Financièrement. Oui, c'est tous les plans. C'est tous les plans parce que c'est un accompagnement. Comme je disais tantôt, il y a l'état d'esprit qui compte, il y a l'entourage qui compte, il y a l'environnement qui compte. C'est vraiment, on réapprend en fait à vivre. Souvent, une fois j'ai dit que le cancer m'avait sauvé la vie. C'est vrai que c'est paradoxal parce que ça m'a appris à apprécier la vie, à voir la vie différemment, les relations humaines, mes rapports avec ma famille, les amis. Vraiment, ça m'a... je suis une nouvelle personne. Je suis une nouvelle personne et donc c'est comme ça que j'ai commencé. Lui, il était spécialisé en chirurgie, donc il m'a orienté vers un autre médecin qui devait faire mes chimiothérapies. Et c'est comme ça que le combat a commencé. J'ai commencé ici à Douala. Et ça ne se passait pas très bien, je ne réagissais pas très bien au protocole. D'accord. Et justement, parce que je reviens toujours dessus, il est important, il est même capital d'écouter son corps, parce que je suis certaine que si j'avais poursuivi mon traitement ici à Douala, je ne serais pas là. N'est-ce pas? Ça, je ne serais pas là si j'avais continué mon traitement ici. Pas parce que Douala n'a pas de plateau, mais je veux dire parce que le protocole sur lequel j'avais été soumis au départ, ne semblait pas, je ne suis pas professionnelle, mais ne semblait pas être le meilleur pour moi. Je réalisais très mal. Parce qu'à la première chimio, je l'ai senti tout de suite, j'allais très mal. D'accord. À la deuxième, c'était la catastrophe, j'étais carrément devenue... Oui, c'était la catastrophe. Je suis quelqu'un d'assez dynamique, d'assez autonome. Oui, et tu peux supporter quand même les choses. Et je me suis retrouvée dans une situation où il fallait qu'on m'aide à manger, qu'on m'aide à prendre ma douche. J'étais très affaiblie, j'avais des courbatures. Les cheveux, c'est vrai, je savais que j'allais perdre mes cheveux, mais c'était lourd vraiment d'encaisser tout ça. Les cheveux jolis comme ça. Oui, j'ai perdu, les cheveux ils sortaient et je faisais des blagues avec... En fait, j'avais compris aussi qu'il fallait que la famille soit forte pour que je sois... Je voulais surtout pas qu'on me traite comme quelqu'un de faible, quelqu'un de démuni, quelqu'un de malade. J'avais besoin vraiment qu'on se comporte avec moi comme... si j'avais rien naturellement du tout. Et je prenais un peu tout à la blague. Même quand avant de faire mon big shot, je savais que mes cheveux tombaient déjà. J'ai arraché les cheveux devant la famille, devant maman et mes soeurs. Je voulais en fait banaliser un peu tout ça. Qu'elles se disent que ok, ça va aller. C'est un peu comme si c'est une grippe, ça va, c'est passager et tout, mais c'est pas ça. Mais j'avais besoin de ça en fait. J'avais compris que j'avais besoin de ça. J'avais besoin des personnes fortes autour de moi pour pouvoir être forte moi-même. Et c'est vrai, j'ai consulté aussi, tout à l'heure on a parlé du soutien psychologique et tout. J'ai fait 2 séances
J'ai un psychologue. Bon, j'ai abandonné. Il m'a un peu chassé parce qu'il m'a dit, Madame Ouetti, vous n'avez pas de problème, vraiment. Vous êtes très forte. Faites ce qui vous plaît. Si vous aimez écouter de la musique, écoutez de la musique et tout. Si vous aimez manger. Si vous aimez manger. Oui, en fait, c'était un peu ça. Et comme je disais, ça ne s'est pas très bien passé ici à Douala. Et au bout... Avant qu'on revienne sur ton traitement, je vais d'abord poser la question à Olivia. Oui. Well, let me switch to English. Thank you. Thank you. Thank you very much. All right. So, you know, when people hear about cancer, it comes like a shock for them. Like, they were not expecting it, but then they just hear cancer. And when they hear cancer, it feels like a death sentence for them. When you came to Cameroon and you started this campaign that you wanted to fight against breast cancer, how was it for you when you have to talk with people or when you have to get to 1 or 2 persons to discuss about cancer? Do they receive it? How do they receive it? Ce que tu dis est très pertinent et c'est aussi ça la base de Pink Together. Pink Together doit permettre de faire comprendre 2 choses. L'hôpital, c'est pas la mort. L'hôpital, c'est une source de vie. La maladie, le nombre de la maladie ne doit pas faire peur parce qu'on ne choisit pas d'être malade. C'est que quand on nous apprend un diagnostic, qu'il soit le cancer, qu'il soit le sida, qu'il soit une autre maladie, on ne doit pas avoir peur et se dire qu'on a des solutions. Elle était en train de rentrer sur son protocole de traitement. Au Cameroun, il y a plein de choses qui ne vont pas. On ne va pas se voiler la face. Mais on a certaines choses qui fonctionnent. Et notamment sur le cancer. Elle a eu une expérience en 2019 à Douala qui ne correspondait pas à ses traitements. Aujourd'hui, au Cameroun, on a des unités de soins qui accompagnent et qui accompagnent correctement les patients, que ce soit à Yaoundé ou à Douala. Et c'est parce que je veux que les gens arrêtent d'avoir peur du mot maladie, qu'il n'ait pas honte. Parce que beaucoup de personnes ont honte dès qu'on leur apprend un diagnostic. Alors du coup, elles ont le cancer, il faut aller au village, il faut aller la cacher, il faut aller lui faire la médecine traditionnelle. Je ne suis pas contre la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle fonctionne. Par contre, la médecine dite occidentale, la médecine des hôpitaux, doit pouvoir être la médecine de base. C'est que d'abord, on va voir un médecin, on arrive à faire un diagnostic et ensuite on peut combiner les deux. Mais la médecine traditionnelle juste ne soigne pas. Et c'est parce que j'ai rencontré trop de personnes qui avaient honte d'être malades que je me suis dit qu'il fallait créer un environnement où la maladie ne faisait pas peur et où des professionnels de santé ou des personnes qui ont déjà été malades peuvent discuter sans avoir honte. Il faut justement qu'on arrête de donner la honte à des choses qui n'en valent pas la peine parce qu'on ne choisit pas d'être malade. Yeah, because just like she said, she wasn't even thinking that she could be among those who have cancer. She was living a good life. She doesn't smoke. She doesn't drink too much. But now the thing just comes, boom. You're having cancer, breast cancer for that matter. And now you realize that so many people, they get scared. And it happens now in the head. They fall into depression. And so she had That's when we start talking about mental health. What do you think about this? Alors, dans le cadre de Pink Together, cet événement qui aura lieu sur tout le mois d'octobre, c'est un événement qui va permettre, de parler du cancer. Qu'est-ce que le cancer? De la même façon qu'aujourd'hui, Dorel nous l'a présenté. De pouvoir nous parler des différents types de cancers, les cancers hormonaux, les cancers qui sont liés aux perturbateurs endocriniens, à travers la cosmétique, la nutrition, les textiles, parce que notre hygiène de vie aussi, sans avoir à fumer, sans avoir à prendre de substances, peut aussi être un vecteur. Parce que le monde dans lequel on vit, tout est transformé. Et plus on va s'alimenter avec des produits transformés, plus on peut créer des risques. C'est une des causes également. Je savais que du coup, je veux qu'on puisse parler de ces aspects-là, de la nutrition, de la dermatologie, de la cosmétologie, de l'aspect psychologique. De l'aspect psychologique pour 2 raisons. Parce que la psychologie peut causer la maladie et la psychologie peut sauver de la maladie. Parce que, notamment chez les femmes, on a une charge qu'on appelle la charge mentale. La charge mentale, c'est le fait de tout avoir à supporter. Tout à l'heure, je vous parlais de la société dite patriarcale, qui est en fait matriarcale.
On vient de passer le mois de septembre, là on en sort. En septembre, on a tous eu les mêmes problèmes. C'est la rentrée scolaire, les nouveaux chauffeurs, les nouveaux nounous, les frais, les tenues, les livres, les plannings, la nourriture, la reprise du travail. Et dans tout ça, en fait, même pour celles qui ont un époux, pour celles qui n'en ont pas, ça reste quelque chose de lourd. C'est que quand on rajoute ça et qu'à côté de ça, on ajoute le mode de vie que l'on a aujourd'hui, ça peut nous créer des dépressions, ça peut nous créer des faiblesses dans nos défenses immunitaires qui vont par la suite créer des infections. La partie psychologique, c'est important de savoir déjà prendre du temps et repousser un peu, prendre de la distance face aux choses. Savoir que les maladies mentales existent. Parce que pendant longtemps, en Afrique, on a considéré qu'aller voir un psychologue, eh ben, c'était parce que, en fait, on voulait imiter les Blancs. Tandis que pas du tout. Il y a des maladies mentales. La dépression est une maladie. La mort d'une personne proche peut nous créer un trouble psychologique, un choc psychologique qui fait qu'on ne s'en remette pas. La schizophrénie, si elle est détectée assez tôt, la bipolarité, ben, si c'est détecté assez tôt, la personne, on peut la mettre sous traitement. Et si on va nous dire que, oh, il est devenu fou, oh, il a fumé le banga, oh, il est parti manger au village, on lui a fait. Tandis qu'on n'aura pas réussi à identifier, dès le plus bas âge, ou à des moments chocs, que là, peut-être qu'il y a un souci. Ou peut-être que la femme, si, depuis qu'elle a perdu son enfant, elle boit un peu plus que de coutume. Ce n'est pas seulement l'alcool, c'est la dépression. Et la dépression a réveillé une autre maladie. Et la psychologique, c'est très important. Et on peut avoir des psychologues qui, des fois, notre psychologie peut se faire avec notre meilleur ami. Hein, parce qu'on a une personne qui est en capacité de nous entendre sans nous juger ou sans nous répondre. C'est ça que les gens, quelquefois, oublient. C'est que quelquefois, on a juste besoin de parler. Et d'être entendu. On n'a pas besoin que tu nous donnes ton point de vue. Mais juste que tu entendes, qu'on te dise que non, aujourd'hui, mon mari, là, m'a fatigué. Non, le type, là, vraiment, il est comme ci, il est comme ça. Toi aussi, tu dis, Parce que dans tous les cas, si tu mets ta bouche, quand on va se réconcilier, ça va fuir sur toi. Mais il y a des professionnels de la santé qui vont aussi nous permettre d'apprendre à respirer correctement, de s'oxygéner. Rien que le fait de savoir respirer correctement, de nous oxygéner, eh ben, ça nous permet d'avoir une meilleure réflexion. Le fait de faire des petits exercices de yoga, le fait de faire des étirements, de faire de la réflexologie, toutes ces pratiques-là vont faire en sorte que notre mindset va pouvoir se libérer des endorphines qui sont les hormones du plaisir et du bonheur et de relativiser les choses. La psychologie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte et dès le plus bas âge parce que c'est notre mindset et c'est notre moteur de vie. Comme dans son cas. Exactement, c'est ça. Et elle a décidé de prendre ça comme une façon... Ok. C'est pas le français. Je pense que je peux essayer encore un peu. Hein. So she took it as a way of saving her life rather than taking her close to her grave. And it's from that mindset now. Oh, that French is still really taking me out there. That she made it through, you know. So the mindset is paramount. It's very important. There's something that got me, well, people talk around about things, and they used to say that constant breastfeeding can rather take a woman away from cancer. But that's when she realized that she had a problem noticing doing breastfeeding on her breast. So what is that link now between breastfeeding and cancer? And I also want to find out if the fact that she was breastfeeding while when she had cancer, even without knowing, if there's any chance it could affect the child who was breastfeeding? Okay, let me just answer for the first one from the last one first. Okay. Yes, before you forget the first. No, when you are breastfeeding, she didn't know that she had a breast cancer, but there were no issue for the child because it is not transmitted through the breastfeeding. Okay, but that's not. I'm not also saying that if you have a breast cancer, you are allowed to breastfeed. Because when you have a breast cancer, you have some treatments that can forbid you to breastfeed. Okay? But there is no risk of contamination through breastfeeding. Okay. That's the first thing. Now, could it be that while she was breastfeeding, that was what instead made
the cancerous cell to show up, like for her to be able to detect that something is wrong. Maybe I cannot. Yeah, because I cannot be certain. We had a doctor here, and she was saying that breastfeeding is good because it takes away some of those. Let me say the baby draws some of those toxins. The baby draws it out. Yes. So maybe it's because she was breastfeeding that it was able to show up. Yeah, I remember that. Yeah. The lady said for those women who avoid breastfeeding, who do not want to breastfeed their children, it is rather disadvantageous. Yes, once the baby suckles on the breast, there is of course the hormonal. Yes. Yeah. I mean, breastfeeding has a lot of advantages. I mean, both for the child and for the mother, there are a lot of advantages. But coming back to the question of breast cancer, in medicine, we have what we call risk factors. That means that we know that if you breastfeed, it should be a protective factor of breast cancer. Women who doesn't breastfeed are risk factors to breast cancer. But those are risk factors. They are not causes. Like, let me go back, for the cancer of the lung. We know that if you smoke, you are at risk of having cancer of the lung. But you have people who have never smoked in their entire life that will have a lung cancer. Yeah, and there are people who smoke all the time and they will not have. Like Olivia was talking. So that's what we call risk factor. It's not causes. You understand? So breastfeeding is a protective factor, but it will not say that once that you are breastfeeding your children, you will never have a breast cancer. That means that if we take 100 women, you will have less risk factor of developing a breast cancer. But it will not say that you will never have a breast cancer. So that's the distinguish between risk factors and cause of the disease. Oh, can she finish that story? I really wanted to hear the end. Of course she will, but I think before we get to her, I have a question for Doctor, because she was talking about when she had to do her diagnosis and everything. Now, you as a doctor, if you have to announce to somebody that you're having cancer, how do you go about it? I mean, it's not easy for anyone. I mean, it's not easy for the patient, and it's not even easy for us, medical doctor. Whatever we say, cancer is a big disease. And to announce to someone that he has a cancer, I mean, I had a friend of mine who is also a gynecologist, and who had to announce that she is having a breast cancer. I didn't have the words to tell her. Even though she's a doctor? Even though she's a doctor. I mean, yes, it's a disease. Yes, we have all the treatment available. Yes, today we can, there is an healing possible, but it stays a big diagnosis to announce to someone, whatever his age is, her age is. I mean, my youngest patient that I had with breast cancer, she was 15 years old. Wow. And my eldest one was 87 years old. So there's not... Like you've seen it all. Yes, I've seen it. And the one who is your colleague, you could just say, do you know you have cancer? And that is the end of it. You're leaving your job. I didn't announce. That was my friend also. I just gave her the result because I had no words. So when I have a patient, that's a particular case because she was my friend, she's a medical doctor. But when I have a patient, first of all, I take the time. But when you take the time, you know, the patient also understands that what is wrong? Something's wrong. Something. But I take the time, and I will not take another word. I will use the word cancer. Because they have to know. And when I said the word cancer, I emphasize on the fact that it's a disease, and that is something that is treatable, that we go together through this process. Okay, it will be a long process. It will be difficult. We will shed tears, for sure, but there will be an end
and after that you will be a new person. Like she said, she's no more the same person that she was 2019. So 5 years ago. Look at her hair, but she had them falling off. I'm not just talking about physical aspect. I can leave It's like you became a new person. You become, excuse me, my English is a little bit. You're doing really. It will completely change you. Yeah. It will change your way of seeing the life, the way of seeing yourself, and the way of behaving in your life. It will change completely. But exactly what she another said. thing that we also need to know is that a breast cancer or cancer, it affects the patient, but it will also affect all the family, people around, the entourage. They will be also anxious. Some will get also into depression. You have your mother that will see you. My child is having a cancer. What have I done wrong for my child, maybe at 13 years old, to have such a disease? So that means that it's not only the patient that has cancer, all the friends, all the family, the husband. I had last year discussion like that with other somewhere else, and there was a man saying that my wife had a breast cancer, and to be honest, I didn't know what to say. I didn't know how to. I was also sick by my own, but I could not. But I could not even leave this sickness because I had her in face. And what can I do for her? No, we should know that it's not only the patient, everyone, and we must be honest to say that I am the mother, I am the friend, but I am also suffering. Yeah. We should be honest and be able to say that and to seek for a solution. Like I said, it can be psychologist. We should not be afraid of saying that we are weak and we don't know how to face this situation. Not only the patient, but also all the people that are around. So for me as a medical doctor, when I have to announce a cancer, I would say, I'm sorry to tell you, but I will tell you, and I will use the word. It may seem strong, it will seem difficult for you to hear that, but you have a breast cancer. That's your new reality. That's the reality. Let us not escape, but you have a breast cancer. It's difficult, but you should keep in your mind that there will be an end to all those things. We should keep in your mind that we'll go through this, and that's the most important. Yes, this is a difficult situation, but we'll go through together, and one day it will be behind us. But we should not stop at the announcement of the cancer. Because if you just say that it's a cancer and you don't propose solution behind, that's where they will go back to the village and I don't know, somewhere else and have maybe not the good treatment. But you should say the disease, and once in français on dit dans la foulée. Once in a while. Yes, once in a while, say that you will be accompanied. We'll go through it together. You are not alone. And don't be afraid of leaving all the feelings that you will have. Don't hide yourself when you want to cry, because you will cry. She's saying that I'm sure that you've cried somehow. You cried. No, not that day. But someday, at some point. Yes. Yes. And you should not be afraid of that. When you feel that those tears will come in your eyes, cry. Don't hide yourself. Cry. It's normal. You know, the reason why I'm asking this question was because one time we were doing a screening, and we're doing HIV screening just like that. And then when it got to my turn for the doctor to give my result, he started by explaining me so many things. Like started to, you know, like normally he's supposed to tell me the result, then tell me what happened. But he was kind of explaining me treatments, this, that. It's not the end of the world. This, and I'm like, means I haven't. And I'm like, I was just looking at him like that. I was just looking at him, and then at the end I said, "What is the problem?" And he said, "Okay, you don't have HIV, but." I'm like, that was what we're supposed to say from the beginning. Why all the long story? Yeah, but like she said, most times they get to say those things. Because she has made me remember that that's the same thing I went through a couple of times. I've done the test several times, and then as he's talking, at some point you even stop hearing because you are now thinking of what you would do with your new status. You know you have it already. I mean, like I said, we are not always comfortable with some results and some announcement to do. So that's but for me, let's go straight to the point. Let us just waste time to the patient. Whatever it's negative
negative or positive. I mean, whatever, even if it's the malaria test, you want to know, do I have malaria or I don't have malaria? So, more of malaria. So it's better to say it. I mean, you will not even just put it on the table like that. You arrange everything, but you say, we are talking about cancer. Madame or monsieur, you're having a breast cancer. That's the truth today, but maybe the doctors are afraid that when you talk about breast cancer, just like her, she said when she got the news, the other things that the doctor was saying, she wasn't hearing it. No, for sure. It's very, like I said, it's a very difficult diagnosis, and that patient, you just don't see it once like that. Once that you've given the diagnosis, you tell her to come back. You don't leave her like that. You take the phone number, you call her back, come back and see me at this date. We need to discuss, because there are a lot of things. Once that you say cancer, it's just the beginning of complete different story. It not just ends there with the diagnosis. It's just the beginning of something. A new life entirely. Yes, even in terms of treatment, it's door open to a lot of things. So that means that you must be there for your patient. You must tell your patient, okay, the patient will not understand anything right now. At the moment, it will not. It will just have in his mind, her mind, it's cancer. Okay, go back home, okay, and come back. Come back and see me. Go back if you want. And like she said, we are sometimes ashamed. And we women, you know, breast is intimity. It's very, so it's difficult to say to someone that even to your husband, you may not tell him that my breast, there is something. But what I say to my patient, go and talk with one person. Like she said, that person is not, it doesn't have to say something, but just to deposit it to somebody, and then you come back. When we come back, we'll do what we have to do for you to heal of this disease. So far, I have learned two things. First of all, men can also have breast cancer, which I never knew. Secondly, when it's heavy in there, you don't necessarily need to get to a psychologist. You can even talk to someone whom you think can listen. Like you said, just talk. Well, it's someone who may not judge you, yes, but just be able to talk. Because talking out is sometimes part of healing. It's part of the healing, because we have so many people who, you know, in the African context, they don't know the importance of a psychologist or they don't really know, and they feel like you going to meet a psychologist, you'll be spending so much money to meet a psychologist. Meanwhile, all you just need is someone to just deposit. Well, for me, sometimes what I do is I just sit and maybe in front of my mirror, I just talk to myself. It works for me. Okay. Yeah, it works for me. I just talk to myself. And most of the time when I want to give myself some motivational talk, I talk to myself and I say, yes, I can do this, I can do that. It will never work for me. Parler soi-même, c'est important. Parler soi-même, c'est important pour la confiance en soi. Pour la confiance en soi, c'est important. Mais quand il s'agit de déposer une charge, de sortir un poids, il faut parler à quelqu'un. En français, on dit les mots M-A-U-X, les mots, les douleurs, sont les mots M-O-T du corps. Voilà. Et d'ailleurs, c'est important. L'année dernière, quand on s'est rencontrés pour la première édition, on a accompagné Wetty sur son association, que vous allez présenter après sans doute sur son affiche, qui accompagne psychologiquement les malades atteints du cancer, parce que elle, lors de son expérience, elle s'est rendue compte qu'elle avait la chance d'avoir sa famille qui était un moteur d'exutoire pour elle, qu'elle a partagé son expérience avec d'autres femmes qui, elles, n'avaient pas cette chance ou ne comprenaient pas l'importance de pouvoir parler. C'est vraiment très important de pouvoir avoir un espace de parole. Et dans le cadre de l'événement Pink Together, c'est pouvoir expliquer aux femmes que les médecins aussi sont des êtres humains. Parce que les médecins, quand on va les voir, eh ben, ce sont des êtres humains qui par le choc,
doivent rester stoïques. Ils doivent rester sans émotion parce que ça leur fait mal d'annoncer ce type de nouvelles. C'est pas évident. Et de ce fait, les gens ont souvent peur d'aller voir le médecin parce qu'ils disent que oui, déjà, le médecin c'est cher, 2, la femme là ne me gère pas, elle me parle comme si, sans savoir qu'en fait, elle-même, elle essaye de retenir ses émotions et de créer des événements dans lesquels on va retrouver des médecins avec lesquels on va pouvoir parler de santé, mais aussi partager des ateliers, des animations, ça enlève le statut. Et comme elle le disait tout à l'heure, la maladie ne connaît pas le statut social. La maladie touche tout le monde. Que ce soit la femme du président, la femme du gardien, la nounou. La maladie, c'est la maladie. Et que face à la maladie, on doit pouvoir rester humble. Et on doit pouvoir tous discuter ensemble pour prendre la bonne information. C'est surtout ça. Parce que tout à l'heure, tu parlais de ton expérience et tu parlais de ta recherche sur Google. Google, c'est bien et c'est mal. Parce qu'on y retrouve tout et n'importe quoi. Le meilleur endroit pour retrouver de l'information, c'est se rendre chez le médecin, c'est aller à des conférences, c'est aller à des événements qui sont reconnus avec des professionnels de la santé. Dans le cadre de Pink Together, moi, j'organise l'événement, mais ce sont des professionnels de la santé qui prennent la parole. Moi, je suis le maître d'orchestre, je me rallie les gens, mais c'est les professionnels de la parole, comme ce que vous avez fait aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui... Tu presses comment le parfum. Voilà. On a un professionnel de la santé qui nous parle de la santé, on a quelqu'un qui a vécu l'expérience et on a quelqu'un qui souhaite faire en sorte que ces expériences-là soient vues. Et c'est ça qui est important. C'est que venez assister, venez écouter, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Venez écouter, venez apprendre. Et n'allez pas chercher ailleurs des informations qui risquent peut-être même d'être mortelles pour vous, parce que ce n'est pas toujours des professionnels de la santé qui écrivent les articles sur Internet. C'est que venez rencontrer ces professionnels qui sont disponibles pour vous, qui ont envie de vous accompagner, qui sont prêts à vous orienter pour voir des associations. C'est important. Okay. Now, let's come back to you. Is it the story? Oh, great. You know, she was talking about, Olivia was talking about having people around, having people to help you overcome. And it's very important because when you have people who listen to you, and more important, when these people are not judging you, that's a very good path to healing. And in your case, you had your family members, you have your loved ones around you. Now, tell us about your healing path, your treatment. How was it? Alors, tout à l'heure, j'étais au niveau du traitement. Et comme elle dit, oui, l'entourage joue un rôle capital. Et je pense aussi que l'entourage, tout à l'heure, le médecin l'a mentionné, il souffre en silence. Il ne peut pas se plaindre. Il n'a pas le droit de se plaindre devant son malade. Il n'a pas le droit de parler. Il encaisse tout. Et c'est même parfois plus difficile. Dans mon cas, ça a été plus difficile pour mes proches, notamment. C'est pourquoi, à chaque fois, je faisais l'effort, en fait, de banaliser un peu la chose devant eux pour qu'ils puissent l'encaisser plus facilement. Donc, c'est important, vraiment, d'organiser ce type d'événement pour sensibiliser, pour accompagner aussi les proches qui en ont autant besoin que le malade. Alors moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai commencé mon traitement ici à Douala. Et le premier protocole sur lequel j'ai été soumise n'était pas très bon. Et du coup, au bout de ma deuxième chimiothérapie, je ne me sentais pas bien. J'étais devenue complètement dépendante de ma famille qui devait s'occuper de moi. Et le pire encore, c'est que je devais me tenir éloignée de mon fils à cause des amygdales. Oui, à cause des amygdales, j'avais un système immunitaire assez affaibli et il fallait éloigner tout risque de contamination. Même une simple grippe pouvait me faire beaucoup de mal. Et le pire encore, c'est que c'est en plein Covid. En 2019, c'était en plein Covid. C'était en plein Covid. Et j'ai dû me confiner 2 semaines avant qu'on ne demande aux gens de se confiner. Donc, c'était vraiment difficile de vivre
isolé parce qu'on a peur de tomber malade, de choper une grippe, de choper une toux, etc. Tu es malade et tu as peur de tomber malade. Voilà. Oui. Voilà. Et j'ai même dû me séparer de mon fils parce que tu ne peux pas expliquer à un enfant de 9 mois ou de 10 mois à l'époque que non, tu ne peux pas aller faire bisous à maman, tu ne peux pas faire un câlin à maman. Donc on a dû l'éloigner, on l'a fait partie pour que je puisse poursuivre mon traitement. Et j'allais tellement mal que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Tu as vécu ce temps sans lui? J'ai vécu presque 6 mois sans lui, 6 à 7 mois sans lui. Oui, sans lui. C'était très difficile pour lui. Je pense que tu étais plus malade du fait que tu ne voyais pas ton enfant. C'était très difficile et pour lui et pour moi. Il a eu beaucoup de séquelles après, mais bon, c'est un grand garçon. Ça va mieux. Donc, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je le sentais et je ne voulais surtout pas inquiéter ma famille. Je sentais que je partais. Littéralement, je sentais que j'étais en train de mourir. Et j'ai appelé une amie, je me suis confiée à elle. Une amie qui, à l'époque aussi, m'avait avoué quelques mois avant qu'elle avait une cirrhose de foie. Et elle était son médecin, le premier médecin qui la suivait, lui avait dit qu'elle devait être sur soins palliatifs, qu'il n'y avait plus rien à faire pour elle. Mais Dieu merci, aujourd'hui, elle va bien aussi, par la grâce de Dieu. Elle va super bien. Donc, je l'appelle parce que je savais qu'elle allait comprendre. Tout à l'heure, il faut parler à quelqu'un qui puisse comprendre. Oui, pour moi, c'était la personne idéale qui pouvait m'écouter, qui pouvait comprendre ce que je ressentais. Voilà. Je ne voulais pas allaiter la famille, je ne voulais pas leur dire que je me sens partie. Ça allait être très compliqué. Donc, je l'appelle. Je dis, écoute, voilà, au stade où j'en suis, et je sens que je suis en train de partir. Je ne veux pas allaiter la famille. S'il faut faire, on dit quoi, s'il faut m'évacuer hors du pays, c'est énormément d'argent, un argent qu'on n'a pas. On est déjà en train de dépenser énormément. Et je ne sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Elle me dit, ok, j'ai un spécialiste là, sur Yaoundé, je vais te donner son contact. Appelle-le, tu discutes avec lui. Je pense qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Donc, je prends le numéro, j'appelle le médecin, il me dit, ok, je ne peux pas faire la consultation en ligne, venez sur Yaoundé. Le lendemain, je prends le bus très tôt. Je dis à maman que je vais voir notre médecin sur Yaoundé pour avoir notre avis. Elle me dit, ok. Je monte chez lui, je monte à Yaoundé, je vais à sa clinique et on discute. Et avec lui, je ne sais pas si c'était... Le feeling est passé tout de suite parce que je me dis, entre un patient et son médecin, il faut qu'il y ait une certaine... C'est pas une relation amicale, mais il faut qu'il y ait une certaine énergie positive, une certaine confiance. Moi, je le dis maintenant, je n'avais pas vraiment confiance au médecin qui gérait. Non, le chirurgien, c'était deux. Il y avait le chirurgien, il y avait l'oncologue. Donc, l'oncologue qui gérait ma chimiothérapie, j'avais l'impression que le dialogue était rompu. Parce que chaque fois que j'essayais de lui dire que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, elle ne m'écoutait pas, elle ne comprenait pas. Je dis, madame, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur le traitement, je ne le sens pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je dis, je sens qu'il y a... Elle me dit, non, c'est normal. Et quand j'essayais de parler au chirurgien, je disais que monsieur, doc, voilà ce que je ressens, machin. Il me dit, écoute, je comprends ce que tu dis, mais je ne peux pas empiéter sur le territoire de l'Audange. Après, à un moment donné, je me suis retrouvée entre les deux, qui n'arrivaient pas à s'accorder. L'un avait peur de heurter l'autre parce que c'est pas son... J'ai dit, non, mais et moi alors, moi qui suis au milieu, qu'est-ce que je fais? Donc quand je vais rencontrer celui de Yaoundé, avec lui, ça passe tout de suite. Dès que je l'ai vu, dès qu'on a échangé, il m'a tout de suite rassurée. On discutait, je me sentais, j'avais l'impression, tout à l'heure tu parlais de ça, qu'une charge avait été... La consultation a duré près de 1 heure, près de 2 heures. J'avais l'impression qu'on avait enlevé un poids et je me suis dit non, je pense qu'ici j'aurai ma guérison. J'appelle mon ami, je dis que j'ai vu le médecin et je crois que c'est lui qui va me soigner. Et c'est comme ça que je recommence à zéro. C'est lui qui me dit, enfin c'est lui qui se rend compte que le protocole a un souci, qu'il faut le modifier. D'accord, donc lui il a fait ce constat-là. Oui, qu'il faut modifier le protocole. Et là on recommence tout à zéro. J'avais déjà fait 2 chimiothérapies, j'ai fait 6, donc j'ai eu au total 8 chimiothérapies. Donc, sur environ 8 mois et tout. Donc, je recommence. 6 dans 8 mois? Non, j'ai fait 8 au total. Parce que j'ai fait 2 ici à Douala. On a modifié, j'ai recommencé à Yaoundé. Donc, je recommence le traitement là-bas. Et là, tout est différent. Je réagis mieux. Je partais faire mes chimios toute seule. Ici, on m'accompagnait, on me ramenait. Là-bas, je voyageais, je pars. Je fais 2 jours chez ma copine en question. Je dormais là-bas, je prenais mon traitement, je me reposais. Quand je me sentais un peu mieux, je partais. C'est vrai, il y avait des vomissements, la fatigue et tout, mais c'était beaucoup plus... J'aimerais vraiment faire un petit coucou à ton ami, là. C'était vraiment... J'arrivais à supporter, je supportais mieux. Et c'est comme ça que j'achève mes traitements, je refais les tests, on se rend compte que la tumeur a considérablement diminué. On programme la chirurgie. C'est vrai qu'au départ, on s'est dit... Le médecin, en fait, disait qu'on pouvait faire une chirurgie conservatrice.
Donc, c'est-à-dire qu'enlever ce qui restait prélever ce qui restait de la tumeur et sauver éventuellement mon sein. C'est ce qui était prévu au départ, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, non, c'est pas ce qui s'est passé parce que quand je me suis réveillée, c'est vrai que là, quand je m'endors, je sais qu'on va juste... Mon sein sera toujours là, mais je me réveille sans sein. Donc ça, c'est aussi une autre étape. Donc, ils m'ont expliqué en fait qu'au bloc, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de dommages. Ils ont préféré vraiment créer une grande ligne de sécurité. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, je me suis réveillée. Et c'est ça qui compte. C'était le plus important. Pour moi, c'était le plus important que je me réveille avec un sein. Et honnêtement, psychologiquement, j'étais préparée à toutes les éventualités. D'accord. Même si je savais que non, même si j'avais espoir que voilà, on pouvait le sauver et tout, mais j'étais vraiment préparée à tout. J'étais préparée au pire. Après, je me dis, OK, si j'ai le moins pire, c'est bon, c'est le bonus et tout. Mais j'étais vraiment préparée à tout ça. Donc, je me suis réveillée, on avait enlevé, j'étais entubée, j'avais des tubes de partout. Et quand je me réveillais, c'est ma mère qui était là. Mes soeurs étaient parties, elles revenaient. Ma mère était là et ma mère paniquait. Elle avait peur. Elle avait vraiment peur. Je crois qu'elle avait même beaucoup pleuré parce que quand j'ai vu ses yeux, ils étaient rouges parce qu'elle ne savait pas comment m'annoncer qu'on avait coupé mon sein. Elle ne savait pas comment elle allait faire. Donc, quand je me réveille, dès que je me réveille, j'étais encore dans les vapes, c'est tout. Elle m'a dit, bah, on n'a pas pu, ils ont fait, je te jure que quand ils sont arrivés, ils ont vu comment c'était. Elle essaie d'expliquer. Et moi, j'ai souri, j'ai dit, non, ça va. C'est bon, je suis en vie, c'est le plus important. Et j'ai vu comment son visage s'est illuminé. Et ça m'a fait plaisir. Et voilà, c'était comme ça, j'ai continué. Ils m'ont mis, parce que j'ai eu un cancer de type hormonal. Et on m'a mis sur hormonothérapie, voilà. Hormonothérapie, et voilà, c'est comme ça que je continuais. Après, je me suis dit que rien n'arrive. Moi, je suis peut-être un peu trop spirituelle, je ne sais pas si je dirais ça comme ça, mais moi, je pense toujours que rien n'arrive par hasard. Je me dis toujours que si telle situation t'arrive, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois faire derrière. Parce que quand j'ai commencé, pendant mon traitement déjà, j'ai fait mon coming out très tôt parce que j'ai découvert qu'il y avait beaucoup, ce que tu mentionnais tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Les gens, la sous-information, je dirais, j'ai découvert des patientes qui disaient que le cancer avait été lancé par la sorcellerie. J'ai découvert des patientes qui avaient été abandonnées par leur mari parce qu'elles sont tombées malades. J'ai découvert des patients qui n'arrivaient pas à payer leur chimiothérapie faute de moyens. Il y avait tellement de désinformation. J'étais arrivée au point où chaque fois que mon médecin, quand il avait de nouveaux cas, il m'appelait. En pleine consultation, il m'appelait, il dit, cause avec Jolie, écoute ce que Jolie va te dire. Et j'ai eu des personnes qui m'appelaient, des enfants qui m'appelaient parce leur maman était sous traitement. Et on avait dit qu'on devait couper le sein, elle ne voulait pas, elle dit que non, elle préfère mourir que de couper le sein. Il m'a appelé, il m'a dit, maman, il y a une jeune fille là, elle a moins de 30 ans, elle a 30 ans, elle a coupé son sein, elle vit toujours. Toi, tu as une maman, tu as des grands-enfants. Donc pour elle, c'était la fin du monde. Et des patientes qui avaient été opérées, qui jusqu'à aujourd'hui n'arrivaient pas à se regarder sous une glace, qui n'étaient pas... C'est la fin de la féminité. Qui n'arrivaient pas à se réconcilier avec leur corps. Il y a tellement de choses que j'ai découvertes sur mon parcours et je me suis dit, si j'ai la grâce d'être là, si j'ai la grâce d'avoir... Peut-être, c'est pour ça que j'ai vécu tout ça. Peut-être que je saurais trouver les mots qu'il faut pour... Vu qu'on a su trouver les mots pour pouvoir m'aider à moi, je pourrais trouver les mots pour pouvoir aider à leur tour. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Pendant mon traitement. Oui. Toi, tu as fait comment pour accepter ce nouveau corps-là? Le nouveau corps? Oui. Quand tu dis qu'on a coupé ton sein, bon, moi j'essaie de vous regarder. Oui, mon sein. Je porte une prothèse. Je porte une prothèse. Oui, mon sein, j'ai subi une ablation du sein gauche. Je porte une prothèse. Ça n'a pas été facile. Hein. C'est pas parce que je parle là qu'on va se dire ok, j'ai dit ok, on a coupé mon sein, c'est bon, tant mieux. Non. Même sur le plan, je sais pas si je dois parler sexualité, sur le plan de la sexualité, ça a été compliqué. D'accord. Ça a été compliqué et je pense même que ça a été compliqué au départ parce que moi, j'avais des appréhensions par rapport à ce que le partenaire allait penser. D'accord. En fait, l'idée c'est que tu t'acceptes toi-même. Du moment que tu t'acceptes toi-même. Pour laquelle la mère refusait qu'on ne coupe pas. Non, mais aujourd'hui, j'ai discuté avec elle il y a, je crois, 1 ou 2 mois. Elle s'est fait opérer, elle va très bien. Elle avait peur.
Elle avait peur, j'ai discuté avec elle et elle s'est fait opérer. Elle va très bien actuellement. Et j'ai aussi une autre qui est revenue il n'y a pas longtemps. Elle suit son traitement à Yaoundé. Elle se prépare pour la chirurgie. Elle aussi, elle va très bien. Donc, il y a quand même des cas positifs, même si on a perdu aussi beaucoup de combattants. Mais ça va. Le combat, ça veut dire que le combat que Livy mène, le combat qu'on mène, ça, on arrive à faire quelque chose. Oui, on arrive à faire quelque chose de positif. Donc, moi, le corps... c'est vrai, ça a été compliqué. Le plus compliqué même, c'est de pouvoir se vêtir. Le plus difficile. On n'en parle pas souvent. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de l'après. Oui. On oublie même souvent, c'est important. Oui. Comment se réapproprier son corps. Comment se réapproprier son corps. Comment réapprendre à vivre avec. Parce qu'à chaque niveau, il y a un problème. Moi, au niveau des sous-vêtements, j'ai découvert que je ne pouvais plus porter des sous-vêtements avec armature, par exemple. Et c'était très compliqué parce qu'ici, c'est rare. Pour trouver ça, c'est compliqué. Si tu veux commander, ça coûte dans les 30 000. En fait, il te faut une brassière. Par exemple, il faut des brassières sans armature, donc il ne faut pas compresser. Voilà, même jusqu'aujourd'hui, je jongle aussi. Je jongle parce que c'est pas accessible. Un jungle sans armature en pharmacie, ça coûte dans les 30 000. Eh ben, c'est voilà une super idée de projet et d'accompagnement qu'on pourrait mettre en place pour l'édition prochaine. Les prothèses coûtent cher. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé parce qu'à l'époque, j'avais acheté la mienne, je peux dire le prix, j'avais acheté la mienne dans les 90 000 à l'époque. Et aujourd'hui, je n'ai pas changé. Enfin, je n'utilise plus, mais ce que j'ai fait, j'ai adapté avec de la mousse. Donc, j'ai fabriqué moi-même, je l'ai fait moi-même. Je pense que j'ai fabriqué moi-même. Ça te fait devenir une artiste. Pour celles qui ont la chance d'avoir des prothèses, soit elles ont commandé à des proches qui sont à l'extérieur, soit c'est compliqué. Toutes celles que je connais, sur 100 que je connais, au moins 7 utilisent des mousses qu'elles ont adaptées, etc. Donc, c'est compliqué. Maintenant, les vêtements qu'il faut porter. Il y a des vêtements que tu ne peux plus mettre, même si c'est ce que tu préférais avant. Tu ne peux plus les mettre parce que moi, j'ai la chance qu'il y a quand même un peu de tissu. Ce qui fait que si je mets un décolleté, on aura l'impression que j'ai un sein parce qu'il y a assez de tissu. Mais il y a pour celles qu'on enlève complètement, qu'ils n'ont pas. Parce qu'il y a plusieurs types de chirurgie. Il y a celles qui n'ont même pas un seul gramme de tissu, elles ne peuvent pas le faire. Donc, ce sont des choses qu'on apprend avec le temps, s'adapte et tout. Bon, moi, je me suis dit, si je m'aime tel que je suis, je me trouve belle, alors... soit il me trouve belle, soit il fout le camp. Et puis, si je ne le dis pas, on ne peut pas le savoir. Si je ne dis pas que j'ai... Yes, because if you don't say it, we won't know. On ne peut pas le savoir. Donc, j'ai vraiment... Je me suis dit, il y a pire que ça. Il y a vraiment pire. Il y a vraiment pire que ça. J'ai beaucoup de grâce d'être là. Alors, je ne vais pas me tarauder l'esprit pour une histoire de sein coupé, alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas de jambes, qui n'ont pas de bras. Comment ils font pour se nourrir, pour travailler et tout. Donc, j'ai pris ça comme ça et j'avance. Et Dieu merci, j'ai la chance de tomber sur des personnes qui sont aussi libres d'esprit et tout simplement. Et c'est aussi, je pense, on considère, le sein fait partie de l'ensemble des éléments qu'on considère être la féminité de la femme. Sauf que la féminité de la femme ne s'arrête pas au sein. Ne s'arrête pas au sein. Et il y a une prise de conscience à faire là-dessus. Et cette prise de conscience, elle va également avec l'aspect psychologique. Et dans l'estime de soi et savoir qui l'on est. Est-ce que je suis une femme juste parce que j'ai des seins? Est-ce que je suis une femme parce que j'ai enfanté? Est-ce que je suis une femme parce que je prends du plaisir? Qu'est-ce que la femme et quelle est la vision que l'on a de la femme? Et je pense que dans tous les cas de figure, il faut qu'on puisse avoir une vision de qui nous sommes. De qui nous sommes pour nous-mêmes, de qui nous sommes pour la société et du rayonnement que l'on veut avoir. Et on ne doit pas s'arrêter justement à ça. Et l'aspect de l'homme, c'est important que les hommes soient présents parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a d'abord l'aspect familial de la place de l'homme, en tant que père, en tant qu'oncle, en tant que frère, en tant que tout ce qu'il peut être, et dans sa relation avec sa femme. Le corps de sa femme change, la sexualité aussi se modifie, parce que le traitement fait que la libido de la femme n'existe plus, que les traitements créent des sécheresses, et qu'elle n'a pas envie, elle est malade. Mais l'homme, de l'autre côté, comment il le vit? Voilà, comment il le vit, parce que c'est une symbiose, l'équilibre du couple, et cet aspect-là aussi est important. Et vraiment, j'espère, moi...
Je ne dis pas que j'espère voir autant d'hommes que de femmes, mais j'espère que les hommes seront présents et j'espère qu'ils vont venir prendre l'information sur cette deuxième édition et qu'au fur et à mesure, ce ne sera pas plus une gêne ou plus un tabou, mais juste un événement sur lequel les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes, tout le monde sera là pour venir prendre la bonne information. C'est vraiment ça. Venez chercher la bonne information dans un événement qui est gratuit, qui est ouvert, qui est accessible et où on va apprendre plein de choses sur le cancer, mais pas que, sur l'endométriose, la fibromyalgie, la dermatologie, la cosmétologie, les MST, les problèmes vaginaux, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais dans les maladies, on a les différents cancers, on a les cancers vaginaux, mais en ce moment, je pense que vous avez tous regardé sur Internet, on a plein de méthodes pour nettoyer Jessica. Vous avez vu ou pas? Jessica avec de l'ail, Jessica avec du de Jessica avec le nep-nep ou le nem-nem ou je sais pas trop quoi. On met tout à l'intérieur. Why do we call it Jessica? That's how she likes to be called. Really? Well, I don't call mine Jessica. Sauf que ces pratiques-là, ces pratiques sont mauvaises et dangereuses. C'est mauvais, c'est dangereux et c'est contre-productif et ça peut créer, et le médecin nous le confirmera, des pathologies qui sont désastreuses. Et pourquoi? Parce que du coup, on cherche sur Internet. Et quand on cherche à avoir une hygiène vaginale, on va chez un gynécologue. Voilà, on ne met rien à l'intérieur. Et lors de l'événement, on va pouvoir faire des ateliers avec les femmes pour d'abord réapprendre le cycle menstruel, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié, et que quand on connaît son cycle menstruel, on apprend à connaître son corps et on se rend compte quand il y a un problème, parce que des règles décalées, c'est pas seulement une grossesse, ça peut être le signe d'autre chose. Et parce qu'on va parler de ces sujets-là, qui concernent aussi bien les hommes que les femmes, une fois de plus, parce que les hommes qui veulent être un peu malins, si tu connais le cycle, tu sais quand il faut pointer, quand il ne faut pas pointer. Ça peut limiter, mais bon, les femmes également. Et parce qu'on va pouvoir parler de tous ces sujets, une fois de plus, avec des professionnels de la santé, entre femmes, et du coup, ça sera plus léger, on va pouvoir résoudre les problèmes. Ce que je veux surtout, je veux plein de choses, je sais. I have a dream, I have a dream, so why not? Why not? C'est que la population s'intéresse à la santé et arrête de penser qu'à chaque fois qu'il y a des médecins qui sont ensemble, c'est un congrès médical. Du coup, on va utiliser des mots compliqués, savants. Et non, on peut discuter de médecine comme la façon dont on est en train de le faire là. And we've understood et c'est génial. Yeah. And now that you're talking about giving the right information, there is this aspect someone asked me to ask you. That's Judith. Yeah, Judith asked me to ask you, the makeup artist who was supposed to be here. She said she learned that cortisol, SARS-up, it helps in killing cancer cells or in keeping you away from a distance from cancer. How true is that? Okay. I mean, there are a lot of things that has been said. Not only, I said cortisol, I don't know how we say it in English. We have cortisol, we have guayavas. Okay. We say that when you have a cancer, you should not take sugar. There are a lot of things that have been said. Okay. There are a lot of studies that can also be pulled out to justify all those things. But that's not the main message that I want people to understand. I want people to know that it is a disease. And when we are talking about disease, let's go to the hospital. What about prevention? The prevention, like I said, is going against the risk factors. But like I said also, you may have none of those risk factors and develop breast cancer. But at least that's what we can do. What we can do is have a good health of life. Okay. We get a good lifestyle. Okay. Like we said, we are eating a lot of, a lot of trash. Yes, junk food. Junk food. Like she said, there are some things that we don't pay attention to. But I want to heat my food. I wrap it inside aluminium. Plastic, I warm it and I eat. But I will also eat that aluminium. And it is not good for my health. I will take those plastics
and I cook my koki inside. Naturally, my grandmother used to take banana leaves, but now we are in the city, we are grown women, we take those plastics and we cook with it. No, that would disturb our lifestyle. We are working women. That we go to work with our how would you say? A box, yes. Snack box, snack box, lunch box. That will heat inside the microwaves. Yeah. Microwaves are not good for our health. And then even those boxes, they will be with plastic. So we take the plastic, we put inside the that's both killing our health. Yes, if it is glass, it is okay. But we see most of us will have plastic ones. Yes, and we'll eat those plastic. Now, our prevention is first of all that the lifestyle. What we eat is very important. How we live. Do we do sports? When we say sports, it's just not October. I don't know why you're attacking me right now. I'm looking to nobody in particular. This is direct attack right now. now. I'm not looking to anyone in particular. No, I feel guilty here. She just have to adjust and say, why do you I mean, sport is not only to see like something which is, I mean, we struggle. No, it must be a pleasure. It must be a pleasure to go, even just for a walk. I climbed upstairs today. Very good. And it was tedious. But you're climbing to come to work. You're not taking a time. So it doesn't count. Okay, I'll be smiling next time. Because it is important to do that. But what I'm saying in sport is that taking a particular time that I say it's for me, it's for my body, and it's for go to work for my body. It's not only that work that is important. Like she said, you will have some hormones that we call endorphins that are very important for our well-being. So it's good to climb the stairs. I would encourage you, if even there was an elevator, I would tell you, don't take the elevator, but take the stairs. But I mean, even 3 times per week, take that special moment for you. And that's also very important for we women. We have a lot of stress. We have a lot of challenges. But we must take a moment that is, let us be guilty. Let us not guilty, selfish. Okay. Let us be selfish somehow. I mean, I don't care about those children. Okay, they will cry. Let them cry. That husband, I will not eat today. That's not the end. Let us take one moment to be selfish for us. That's the first part of the prevention. I will not talk about all those risk factors but that's the first part. The second part, talking about cancer, is the screening that is very important. To have to be healed, to have the healing of the cancer, the moment of the diagnosis is very important. We have a lot of death due to cancer, but it's the fact that we see those patients at advanced stages of the disease. So the prevention is to say, like I've said, first of all, let us know our body and let us consult even when we see just that little, that slight difference. I will not talk about lump. I will not talk about, I mean, when I see that something is different, let me not say, it will pass. That's not important. No, come and consult and be reassured that it's nothing or it's something important. Even like she said, I'm the one telling you that it is not important, but you feel that there is something. Take a second opinion somewhere. Personally, I don't mind when one of my patients goes and see another doctor. It doesn't bother me. It really doesn't bother me. Take as opinion as you want, but let's clear the situation. Don't come back after 5 years where there's nothing that I can do for you. So that's important. The lifestyle, what we eat, how we behave. Let's be selfish, like I say. Let's make some sports. Let's know our body. That's very important because le mot maladie en français, maladie, c'est le mal qui a dit, en fait. That's le mal a dit. So maladie is the expression of something that is going on. So let us know our body and let us do those screenings. Screening is to go and consult when there is something that is abnormal, but also we have, I think that we'll discuss about screening now, after. Since we are running out of time already, we barely have. We want to go here, we won't leave this place until we do the self-screening thing. So teach us.
Alors, I need to volunteer with breast. Luckily, she's got them breasts. Okay, that's Emma showing the hand, but sorry, but sorry, we can't use you. So let's just do as it is. Yes, as simple as I said. Like I was saying, screening is important. We have different types of screening. We have self-examination of the breast. Like I said, after the menses, maybe 2 days after your menses are stopped, you undress yourself and you are in front of a mirror. First of all, you look at yourself and you say that, I am a beautiful woman. Okay? That's very important. I don't care whatever my breast goes to right and the other one goes to left. That's not important. What is important is to look at yourself and say, I am a beautiful woman. Whatever they think, that's not my problem. I know that I am a beautiful woman. That's very important. After that, you look. Like I said, while looking, you are searching for something that was not there before. Like I said, breast cancer can be just something that is red on your breast. It can be something like, in French we say peau d'orange. You've seen the skin of the oranges with dots. That's also a sign of breast. But if you just want to see those signs, you can not see the other signs. That's why I don't want to give particular signs, but say that you should look anything different that was not there. You look if my breast was right, now my breast is left. There's something wrong. Let me go and consult. So the first part is to look at yourself. Secondly, it will be. So we all need a large mirror in our houses. You don't have? No, large one. You don't have? No, I don't have. I don't want to see truth. So you must. So let's just go fast because we are running out of time. After looking at, you must palpate with your hand. You palpate this is the left. That's it. The left breast with the right hand, and the right breast with the left. You must know that the breast is 4 quarters. So. What is important is to have your fingers completely flat. Completely flat on your breast. You have 4 quarters, so you start maybe here. And the aim is to press the breast against your finger. You understand? So you roll it like this. Can we roll it? Can we roll it together? I am rolling it. So you roll it and you try to feel something particular. Okay. When you finish with this quarter one, you go down to the other one. You press it and you try to feel something that was not there. The other one. It's just not going well with me with all the foam that one is wearing before the dresses. God, I see why we need to be naked in front of the mirror to get this done. You have to. So all of the 4 quarters like that, you palpate. And don't forget also at the level of the nipples. The nipples. Okay. It's very important to look at your nipples. And that will be a little bit different, but at the axillary. Okay, like close to your armpit. Yes, you can have also things over there. So with that, like I said, if you feel something that seems abnormal, you should go and consult. And every woman by the age of 25 years old should start doing it. Because when you start early, that's how you know your body. After that, you start breastfeeding, you start getting pregnant, and your breast will change. Yeah, everything changes. You must start as early as possible. And after that, the second screening is what we call mammography. That's that which now you get to the hospital. You get to the hospital. Since that you are 40 years old, you must do one every 2 years. But if in your family there is someone like you who had a breast cancer, you should start a little bit earlier. Thank you very much. So quickly and rapidly, tell us, Olivia, what are the dates? Alors, ça commence à partir du 5 au 27 octobre. Le mieux, c'est vraiment de se rendre sur notre site internet pinktogether.com et sur notre page Instagram, Livy Events. Et Livy Events est pareil sur Twitter. Vous aurez tout le programme détaillé, des dates sur lesquelles vous pourrez venir nous retrouver. Je répète, l'événement est gratuit, ouvert à tout le monde. Vous allez apprendre les différentes
les différentes informations sur le cancer, l'autopalpation, la nutrition, la conservation, les bons aliments, les bons gestes, tout ce qui est psychologique, dans un cadre agréable, accessible et ouvert à tous. Vraiment, venez. De toute manière, je sais que je vais pouvoir compter sur vous. Vous aurez l'occasion également de poser toutes les questions. We'll be the first. Yes, So. Toutes les questions, vous pourrez les reposer au médecin que vous avez ici. Pareil pour Wetty, que vous allez pouvoir retrouver. C'est que n'hésitez surtout pas, venez nous voir et merci encore. Thank you so much. Well, I've learned so much today, and most importantly, I've learned that people survive from cancer. Yes. So that's my take home. I'm going home with that. Yeah, it is not It's bad not a news. death sentence. It's not a death sentence, thank you. And that men can have breast cancer too. Oh, ladies and gentlemen, this was a beautiful one. And it always happens that when we're going towards the end, they were thinking that, 1 hour 30 minutes, but I thought we could get another 1 hour 30 minutes and it would still be small. So you do have a pleasant day. If you've missed this episode, of course, you can get it again on Monday at 2:30, and we would hope to give you a rebroadcast on that day. Don't forget, it is our health and it matters the most. If it's your breast been taken off, it's not a problem. Your life stays there. Ladies and gentlemen, it was Moi Femme, and I hope you learned something because we did. Have a pleasant day. Bye-bye.